Nous sommes à Saint-Bonnet-le-Château, une commune de la Loire qui se trouve à environ 100 km de Lyon. Ce village médiéval se trouve à 870 mètres d'altitude et il offre un panorama exceptionnel. Mais si je suis venu ici, c'est pour l'incroyable secret qui se cache sous son église collégiale. La collégiale de Saint-Bonnet-le-Château abrite de superbes peintures murales qui datent du XVe siècle, ainsi qu'une remarquable collection de manuscrits anciens dans sa bibliothèque. Mais son trésor le plus impressionnant se trouve au sous-sol, et on l'appelle le caveau des momies. Les corps qui se trouvent dans ce caveau ont été découverts accidentellement en 1837. Il ne s'agit pas à proprement parler de momies, mais l'arsenic et l'alun présents dans le sol les ont conservés dans un très bon état. Dans un souci de préservation, le caveau n'est d'ailleurs plus accessible au public. Nous avons pu y rentrer à titre exceptionnel. Mais si vous venez dans l'église de Saint-Bonnet, vous pourrez toujours voir ces momies à travers une vitre. La raison de leur présence ici est un mystère. On pensait qu'il s'agissait de victimes de la peste noire ou de notables emmurés vivants par le terrible baron des Adrets, qui massacra le village en 1562. Mais les datations au carbone 14 ont dévoilé que les corps datent en fait du XVIIe siècle. Aujourd'hui, on ne sait donc toujours pas qui sont ces gens, ni comment ils sont morts, ni même pourquoi ils sont ici. Si j'ai choisi de vous faire découvrir cet endroit, ce n'est pas seulement pour son caractère extraordinaire et méconnu, mais aussi parce que c'est une parfaite entrée en matière pour le sujet de cet épisode. En Occident, notre rapport à la mort est plutôt aseptisé. On nous tient à distance des corps et on nous protège de tout traumatisme lié à la vision directe d'un cadavre, à moins qu'il soit préparé et maquillé. Mais dans certaines cultures, l'approche est beaucoup plus radicale. Prenez par exemple les enterrements célestes. Cette pratique tibétaine consiste à déposer un corps dans la montagne pour que les vautours viennent s'en occuper. De notre point de vue, la tradition peut sembler irrespectueuse et cruelle. Mais dans une perspective bouddhiste, l'acte est riche de sens. Puisque l'âme s'est réincarnée, le cadavre n'est plus qu'une enveloppe vide, et la meilleure façon de le recycler consiste à soutenir une autre forme de vie, en l'occurrence les vautours. Un autre rituel spectaculaire est celui du Famadihana, ou retournement des corps. Dans cette coutume pratiquée par les tribus de Madagascar, on déterre les morts, puis on les enveloppe de tissu blanc avant de danser avec eux autour de la tombe. Une fois les festivités terminées, on enterre à nouveau les défunts et on remet ça 7 ans plus tard. La cérémonie est censée permettre aux âmes de rejoindre l'au-delà, ce qui, selon les croyances malgaches, ne peut se produire qu'une fois que le corps est totalement corrompu. Dans le registre de la convivialité, les Toraja d'Indonésie vont encore plus loin. Lors du Manene, une cérémonie qui a lieu chaque année au mois d'août, les familles Toraja exhument les corps de leurs proches pour les laver, les coiffer et les habiller avec des vêtements neufs. Ensuite, les morts sont promenés à travers le village, comme dans une version exotique de Walking Dead. Par cette pratique, les Toraja expriment leur attachement aux défunts, considérés comme des membres de la famille à part entière. Les rites funéraires sont une partie très importante de la culture Toraja et ils présentent d'autres particularités remarquables. Les cercueils, par exemple, peuvent être placés en équilibre sur le flanc d'une falaise. Cette pratique impressionnante est propre à l'Asie du Sud-Est et on peut aussi la retrouver aux Philippines ou encore dans le sud de la Chine. Mais les tombes les plus caractéristiques des Toraja sont creusées directement dans la roche et elles possèdent des petits balcons sur lesquels sont posées des poupées à l'effigie des défunts. Appelées Tao Tao, ces poupées ont la lourde mission de représenter les disparus, de garder les cercueils et de protéger les vivants. Enfin, les Toraja ont une coutume unique pour honorer les enfants morts en bas âge. Ils les placent à l'intérieur d'un tronc d'arbre. Les corps sont ensuite assimilés par l'arbre et les âmes des enfants peuvent s'en aller avec le vent. Le rituel dont je vais vous parler à présent peut sembler tout droit sorti d'un film d'horreur italien des années 70, mais il est bien réel. Depuis plusieurs siècles, les Angas de Papouasie-Nouvelle-Guinée pratiquent une méthode de momification unique en son genre. Ils fument leurs morts. Oui, comme des jambons.
Ce privilège rare est réservé aux guerriers les plus valeureux de la tribu car le processus est long et complexe. Il faut d'abord drainer la graisse à l'aide de tiges de bambou creuses, puis sceller tous les orifices du corps. Le défunt est ensuite fumé dans un grand feu de joie avant d'être recouvert d'argile rouge. En dehors de la technique, ce qui différencie les momies Anga des momies traditionnelles, c'est qu'elles ne sont pas du tout placées dans des tombes. Au lieu de ça, elles sont perchées sur de grandes corbeilles de bois posées à flanc de montagne. Ainsi, même dans la mort, les guerriers peuvent surveiller le village en contrebas et protéger les habitants. Le procédé de conservation est si efficace que certaines momies Anga montent la garde depuis plus de 200 ans. En parlant de momies, il existe une pratique si rare et si étonnante qu'on ne dénombre pas plus d'une vingtaine d'exemples à travers l'histoire. Les Sokushinbutsu sont des moines bouddhistes qui se sont momifiés volontairement pour atteindre l'éveil. Cette pratique n'a été observée qu'au nord du Japon et elle concerne uniquement les adeptes du bouddhisme Shingon. Pour devenir Sokushinbutsu, les moines adoptaient un régime drastique. Pendant plusieurs années, ils se nourrissaient principalement de graines, d'écorces ou encore d'aiguilles de pin pour assécher leur corps de toute graisse. Ensuite, ils se faisaient enterrer vivants dans un tombeau de pierre avec juste un tube de bambou pour respirer et une cloche qu'ils faisaient sonner chaque jour pour indiquer qu'ils étaient toujours en vie. Quand la cloche arrêtait de sonner, le tombeau était complètement scellé avant d'être rouvert 3 ans plus tard pour vérifier que le processus avait réussi. La plupart du temps, c'était un échec et le tombeau était alors refermé définitivement. Mais dans quelques rares cas, les moines s'étaient momifiés naturellement et ils étaient alors exposés et vénérés comme des bouddhas. Entre le XIIe et le XXe siècle, seuls 24 Sokushinbutsu ont été recensés. Aujourd'hui, on peut en voir quelques-uns dans certains temples de la préfecture de Yamagata. Afin d'égayer cette thématique quelque peu macabre, je vous propose de faire une petite balade au cimetière. Dans certains cimetières écossais, on peut voir d'étranges cages posées par-dessus les tombes. Une légende raconte qu'elles étaient placées là par peur que les vampires ne sortent de leur cercueil. Mais la réalité est peut-être encore plus effrayante. Au XVIIIe siècle, les écoles de médecine du Royaume-Uni souffraient d'une pénurie de cadavres pour les cours d'anatomie, et elles commencèrent à embaucher des voleurs de corps pour les approvisionner. Les autorités fermaient les yeux car le but de ces vols était de faire avancer la science, mais avec l'augmentation du nombre d'écoles, la profanation de sépultures devint un business florissant. Les gens cherchèrent des solutions pour protéger leurs morts, et en 1816 furent inventés les mort safes, de lourdes cages de fer solidement fixées sur les tombes. Les cages étaient retirées au bout de quelques semaines, une fois que les corps étaient trop décomposés pour être volés, mais certaines d'entre elles sont restées en place jusqu'à aujourd'hui. On peut par exemple en voir au cimetière de Greyfriars à Édimbourg. Ce genre de protection serait totalement inutile au Neptune Memorial Reef de Key Biscayne, en Floride, car il s'agit du seul cimetière sous-marin au monde. Ouverte en 2007 et designée par l'artiste Kim Brandle, cette nécropole engloutie se trouve à 12 mètres de profondeur. On y trouve des sculptures monumentales comme des arches, des colonnes ou des lions dans lesquels les cendres des disparus ont été intégrées. Plus qu'un cimetière, c'est un mémorial que les plongeurs peuvent venir explorer et qui a pour but de devenir un sanctuaire aussi bien pour les défunts que pour la vie sous-marine. Car avec ses 6 hectares de surface, le Memorial Reef est le récif artificiel le plus étendu de la planète. Le cimetière d'Evergreen dans le Vermont est beaucoup plus classique, mais il abrite au moins une tombe très surprenante, celle de Timothy Clark Smith, un médecin mort au XIXe siècle qui souffrait de taphéphobie, la peur d'être enterré vivant. Pour s'assurer que son cauchemar ne devienne pas réalité, Smith fit installer une vitre au-dessus de sa tombe, à 2 mètres de son visage, pour que les gens puissent vérifier qu'il était bien mort. Il fut finalement enterré en 1893 et tout se passa sans problème. Aujourd'hui, on peut toujours regarder à travers la vitre pour vérifier que Smith ne s'est pas réveillé, mais avec la condensation et l'âge du verre, on ne voit rien d'autre que l'obscurité du tombeau. Au cimetière de Natchez dans le Mississippi, la tombe de Florence Irene Ford cache une histoire assez similaire, mais beaucoup plus dramatique. Florence était une petite fille qui avait très peur du tonnerre et qui mourut de la fièvre jaune à l'âge de 10 ans en 1871. Sa mère, dévastée par le chagrin, fit poser une vitre sur le cercueil de sa fille au niveau de la tête. Elle demanda également à ce qu'un petit espace soit aménagé à côté du cercueil avec un escalier pour y descendre afin qu'elle puisse consoler sa fille les soirs d'orage. Une trappe en fer fut placée au-dessus des escaliers pour protéger la mère de la pluie et on peut l'ouvrir encore aujourd'hui. En revanche, on ne peut plus voir le cercueil de Florence. Un mur a été construit au pied de l'escalier dans les années 50 pour empêcher les curieux de déranger la petite fille.
La dévotion de cette mère est bouleversante, mais un certain Jonathan Reed alla encore plus loin. Lorsque sa femme Marie mourut en 1893, il décida carrément d'emménager avec elle dans la tombe. Reed s'installa dans le caveau où se trouvait le cercueil de sa femme et il apporta avec lui des meubles, un poêle à bois, des tableaux, un jeu de cartes et même le perroquet de la famille. Quand la rumeur se propagea, les curieux commencèrent à affluer et on estime qu'environ 7000 personnes vinrent rendre visite à Jonathan dès la première année. D'après les témoins, Jonathan n'arrivait pas à croire que sa femme était vraiment morte et il lui parlait régulièrement, convaincu qu'elle comprenait ce qu'il lui disait. On le retrouva inconscient sur le sol du caveau en mai 1905 et il repose depuis aux côtés de sa bien-aimée. Le mystère dont je vais vous parler à présent est peut-être aussi lié à une histoire d'amour. Dans l'ancien cimetière de Fribourg, en Allemagne, on peut voir la tombe impressionnante d'une jeune femme morte en 1867, Caroline Christine Walter. Elle mourut de la tuberculose à l'âge de 17 ans et sa sœur lui fit sculpter un superbe gisant qui la représente endormie avec un livre à la main. Quelque temps après les funérailles de Caroline, sa sœur remarqua que des fleurs fraîches étaient régulièrement posées sur sa tombe. Les années passèrent et la tombe continuait à être fleurie sans que personne ne sache par qui. L'une des hypothèses est qu'un des professeurs de Caroline tomba fou amoureux d'elle et qu'il passa sa vie à porter le deuil. Mais là où le mystère s'épaissit, c'est que Caroline est morte il y a plus de 140 ans et que quelqu'un continue à fleurir sa tombe encore et toujours. Est-ce que le visiteur secret avait demandé à ses descendants de prendre le relais? Le mystère reste entier. Toujours est-il que chaque matin, qu'il pleuve ou qu'il neige, il y a une fleur sur la tombe de Caroline Christine Walter. Difficile d'aborder un sujet comme la mort sans parler de ce qu'il y a après. En 1921, un certain Thomas Lynn Bradford voulut régler la question une bonne fois pour toutes. Ce passionné d'occultisme était persuadé que la science finirait par prouver l'existence d'une vie après la mort. Et il décida d'apporter sa contribution de la façon la plus radicale qui soit. Il s'enferma dans son appartement de Détroit et il alluma le gaz. Mais se donner la mort n'était que la première étape. Encore fallait-il pouvoir partager son expérience de l'au-delà avec le monde des vivants. Quelques semaines avant son suicide, Bradford avait passé un accord avec une certaine Ruth Doran qu'il avait recrutée en passant une petite annonce. S'il y avait une vie après la mort, il ferait tout son possible pour en informer Doran. Hélas, quelques jours après le décès de Bradford, le New York Times titra « Le spiritualiste mort reste silencieux ». Alors si la question de l'au-delà reste ouverte, ce qui est sûr, c'est qu'après la mort, vous pouvez toujours explorer de nouveaux horizons professionnels. Vous pouvez par exemple aider le FBI à résoudre des enquêtes. Si, il vous suffit pour cela de rejoindre une ferme des corps. La première ferme des corps fut fondée en 1980 par le docteur William Bass pour étudier avec précision la décomposition des cadavres. Il s'agit d'un grand terrain clôturé près de l'université du Tennessee sur lequel on peut trouver des dizaines de corps plus ou moins frais dans tout un tas de situations différentes. Pas vraiment le meilleur endroit pour un pique-nique donc, mais grâce aux fermes des corps, on peut estimer beaucoup plus précisément l'heure de la mort dans les affaires de crime, entre autres. Aujourd'hui, il existe 5 complexes de ce type à travers les États-Unis qui sont régulièrement visités par les agents du FBI. Si vous préférez l'air de la montagne, vous pouvez aussi vous reconvertir en balise de repère sur l'Everest. Le plus haut sommet du monde est aussi l'un des plus dangereux et plus de 200 personnes sont mortes en essayant de le gravir. Manque d'oxygène, froid, chute, les raisons d'y rester sont nombreuses, si bien que l'Everest est aujourd'hui jonché de corps. L'une de ses faces a même été surnommée la vallée arc-en-ciel en raison des anoraks bigarrés que l'on croise au cours du chemin. Comme il est dangereux, cher et compliqué d'aller les chercher, les cadavres restent sur place, parfaitement conservés par le climat montagneux. Certains y sont depuis des décennies, comme l'alpiniste anglais George Mallory, disparu en 1924 et retrouvé lors d'une expédition en 1999. D'autres sont devenus de véritables points de repère pour les grimpeurs, comme Dzevang Paljor, plus connu sous le nom de Green Boots. Cet alpiniste indien s'était abrité dans une petite grotte en 1996, mais le froid ne le laissa jamais repartir. Quand les grimpeurs aperçoivent sa silhouette couchée et ses fameuses chaussures vertes, ils savent qu'ils ne sont pas loin du sommet. Enfin, si vous visez encore plus haut, l'exploration spatiale vous tend les bras. Depuis 1997, la société Celestis propose plusieurs types d'enterrements spatiaux. Pour quelques milliers de dollars, vos cendres pourront être envoyées en orbite autour de la Terre ou de la Lune, et pour les plus aventureux, elles pourront même voyager à travers l'univers pour l'éternité. L'avantage de cette dernière option, c'est qu'elle vous laisse une petite chance d'être récupéré par une civilisation extraterrestre qui pourra éventuellement vous recycler.
Plusieurs personnalités ont eu droit à des funérailles spatiales, comme Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek, ou Timothy Leary, icône de la contre-culture américaine. Mais le cas le plus remarquable est sans doute celui de Clyde Tombaugh. En 1997, les cendres de cet astronome furent envoyées vers Pluton à bord de la sonde New Horizons. La sonde arrivera à destination en juillet 2015 et Clyde Tombaugh rejoindra alors la planète naine qu'il avait lui-même découverte en 1930, soit 85 ans plus tôt. De toutes les personnes dont nous avons parlé et de tous les êtres humains de l'histoire, il est celui dont les restes sont le plus éloignés de la Terre. Cet épisode est à présent terminé, je vous remercie d'avoir franchi les rives du Styx avec moi et j'en profite pour vous annoncer que je serai présent le 6 avril à l'ENS de Lyon pour la conférence Vulgarisators, à la Néocast de Strasbourg du 16 au 17 mai, à la Geek Ferries du 5 au 7 juin et à la Vidéo City Paris du 27 au 28 juin. Il est temps à présent de regagner le monde des vivants. À bientôt.